Bienvenue sur le podcast Physiologie et Intuition, un podcast pour célébrer la beauté de la maternité et rendre à la physiologie et à l'intuition maternelle leur lettre de noblesse. Dans une société habituée à évoluer en captivité, des femmes, des familles choisissent de vivre libres et souveraines, d'enfanter dans leur puissance, d'élever leurs enfants dans un autre paradigme. Je m'appelle Johanna, ce podcast est mon humble participation à l'émergence d'une nouvelle culture qui honore la vie. Comme le disait si bien Janine Parvati Baker, la paix sur terre commence avec la naissance. Puisse chaque femme qui le souhaite faire l'expérience de ce chemin de confiance, de guérison et de connaissance que peut être la maternité. Puisse-t-elle être soutenue, entourée et célébrée dans cette grande transition qu'est chaque naissance. Puissent tous les bébés naître dans la douceur. Ce podcast n'a pas vocation à prodiguer des conseils. Plutôt que de donner des réponses, il invite chacune à retrouver en soi la source de ces réponses. Il est une invitation à prendre la pleine responsabilité de sa vie et de ses choix. Pour cet épisode inaugural, j'ai la joie d'écouter le docteur Michel Audin, étudiant éternel comme il aime à se nommer, pionnier et référence mondiale de la naissance respectée. Je tiens à mettre en avant un point sur lequel il a particulièrement insisté. Son message n'est pas seulement destiné aux femmes enceintes ou aux professionnels de la naissance, mais à tous ceux qui s'intéressent à l'avenir de l'humanité. Il nous parle de la nécessité de poser des questions différentes alors que nous sommes à un tournant de l'histoire. Il évoque la totale incompréhension culturelle des besoins de la femme qui enfante et nous invite, à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques, à changer nos manières de penser. Vous allez l'entendre, cet entretien est dense et passionnant. Alors, ce que je voudrais souligner au cours de notre rencontre, c'est un fait qui jusqu'à présent n'est pas souligné. Je voudrais insister sur le fait qu'il n'y a pas de phase de la vie humaine qui ait été plus profondément transformée que la période qui entoure la naissance au cours de ces dernières décennies. C'est facile à expliquer, il ne s'agit pas d'apporter de faits nouveaux, il s'agit simplement de réaliser ce qui s'est passé. On peut, en quelques minutes, résumer ce qui est important. Par exemple, on peut dire, eh bien, aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, aujourd'hui, c'est-à-dire à l'époque de l'ocytocine synthétique, des perfusions d'ocytocine synthétique qui ne coûtent pas cher, qui sont utilisées partout dans le monde, qui ne coûtent pas cher, à l'époque des césariennes faciles, rapides, qui se font avec beaucoup de sécurité, eh bien, on est arrivé à une phase dans l'histoire de l'humanité absolument nouvelle, où l'immense majorité des femmes mettent au monde leur bébé sans libérer un cocktail d'hormones de l'amour. On comprend aujourd'hui que pour mettre au monde un bébé, une femme était censée libérer des hormones. La plus connue, c'est l'ocytocine, qu'on appelle quelquefois l'hormone de l'amour. En fait, c'est un mélange, c'est un cocktail. Il y a de la prolactine, il y a des endorphines, etc. Pour mettre au monde les bébés, les femmes étaient obligées, jusqu'à une époque récente, de libérer un cocktail de l'amour, un cocktail d'hormones de l'amour. C'était comme ça. Mais aujourd'hui, c'est plus comme ça. Aujourd'hui, à l'échelle de la planète, l'immense majorité des femmes n'ont plus besoin de libérer l'hormone de l'amour pour mettre au monde des bébés, puisqu'on peut remplacer l'ocytocine par des perfusions, mais on peut avoir des césariennes, etc. Mais quel tournant de l'histoire de l'humanité! Rendre les hormones de l'amour inutiles pour la naissance des bébés. Mais on n'a pas réalisé qu'on est à un tournant. On pourrait presque ne pas en dire plus. Alors que les gens ne réalisent simplement cela, oui, ce tournant dans l'histoire de l'humanité. On parle beaucoup de tournant dans l'histoire de l'humanité, on fait
on envisage l'avenir, etc., mais on ne réalise pas l'essentiel. Les hormones de l'amour sont devenues inutiles dans cette période critique. Alors, j'utilise en plus le mot période critique parce qu'en même temps, ce qu'on a appris récemment, c'est que ce qui caractérise la période qui entoure la naissance, c'est précisément qu'elle est critique. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ça, ça se passe à une époque où on a réalisé que la période de la naissance est une courte période qui ne se reproduira jamais, mais qui est extrêmement importante dans la formation de l'individu, de l'être humain. Alors, cette notion de période critique, c'est-à-dire que c'est une période très importante. Et ça on n'a pas non plus réalisé. Les gens, quand ils s'interrogent, par exemple, sur la longévité, ils demandent à des gens pourquoi êtes-vous en forme à cet âge, si c'est comme ça. Ben, on parle de l'alimentation, on parle du mode de vie, on parle de ça. On parle jamais, mais comment êtes-vous né? Jamais. Et qu'est-ce qu'on a appris récemment? C'est que c'est une phase très importante dans la formation de l'individu. Alors, on l'a appris de plusieurs façons. Ça a commencé par, en fait, un concept introduit par ce qu'on a les scientifiques qu'on appelle les éthologistes. Les éthologistes, c'est-à-dire des scientifiques qui observent les comportements dans toutes les espèces, les animaux, les humains, etc., etc. Rappelons qu'en 1973, le prix Nobel de médecine et physiologie a été attribué à 3 physiologistes qui ont introduit le concept de période critique dans l'attachement mère-bébé. Ils ont dit, Konrad Lorenz, von Fritsch, Nicotin Bergen, à l'époque, ils nous ont dit, chez tous les mammifères, la période qui entoure la naissance, elle est critique dans l'attachement mère-bébé. Ils ont le prix Nobel pour ça en 1973. On n'a pas fait très attention. Et puis ensuite, ça a été précisé par les gens qui ont étudié les effets comportements d'hormones, qui ont étudié d'abord les prolactines, les estrogènes. Passons sur les détails. C'est une autre façon de dire, ah oui, c'est important, ça ne se reproduira jamais ce qui se passe à ce moment-là, etc., etc. Donc, et puis, tout récemment, ce concept de période critique, c'est-à-dire ce fait que la période qui entoure la naissance est une courte période qui ne se reproduira jamais, qui est unique dans la vie d'un individu, ça a été confirmé par des disciplines scientifiques émergentes à évolution rapide. Aujourd'hui, nous sommes sous l'effet de disciplines scientifiques qui évoluent très rapidement. Alors, qu'est-ce qu'il y a parmi ces disciplines scientifiques? Il y a la bactériologie. Soudain, il y a eu on peut dire une véritable révolution dans notre compréhension entre nous et le monde des microbes. Alors, disons 2 mots sur cette révolution. C'est que jusqu'à une date récente, les bactériologistes, c'était des scientifiques qui regardaient dans des microscopes, les micro-organismes dans des microscopes, et qui les cultivaient. Mais ils ne voyaient pas tout, ils ne voyaient pas grand-chose finalement. Souvent, on ne savait pas cultiver les microbes, etc. Et puis soudain, les bactériologistes sont devenus des immunologistes. Maintenant, ils étudient le monde des microbes par leur matériel génétique. Et soudain, ils voient l'invisible. Et soudain, ils nous apportent une nouvelle compréhension de l'être humain. Nous ne sommes pas faits seulement de nos cellules, nous sommes faits de l'interaction entre des milliards de nos cellules et des dizaines de milliards de micro-organismes. Nous sommes faits de microbes, nous sommes faits de micro-organismes. Alors, ce qui fait qu'on va parler de microbiome, de révolution microbiome, du microbiome intestinal, cutané, buccal. On est fait en grande partie de microbes. Alors ça, c'est une nouvelle compréhension de l'espèce humaine. Mais alors, ce qui est important, c'est que justement, ça nous conduit vers une nouvelle façon de réaliser à quel point la période de la naissance est critique, à quel point elle influence le développement de l'être humain, et à quel point cette période critique a été plus que n'importe quelle autre modifiée en moins d'un siècle. Et ça, il faut le réaliser. Je ne dois apporter aucun fait nouveau dans notre conversation. Je veux aider à réaliser des faits qui sont établis, c'est tout. Et je vais surtout pas apporter d'opinion, de théorie.
j'ai apporté des faits établis. À partir de là, quelles questions il faut poser? Eh bien, il y a un fait qu'on peut considérer comme établi. Il y a un siècle, on peut dire, sans trop simplifier, que, en règle générale, les femmes mettaient au monde leur bébé dans un environnement microbien, familier et très divers, très diversifié. Elles accouchaient à la maison, c'était comme ça. Là, quand on est à la maison, on est dans un environnement familier, et puis il y a une grande diversité de microbes, c'est comme ça. Donc les bébés naissaient au milieu de microbes familiers et donc amicaux, parce que ce qui caractérise l'être humain, c'est que les anticorps qu'on appelle les IgG traversent facilement le placenta. Ça, c'est spécial à l'être humain. C'est-à-dire que le nouveau-né a déjà les mêmes anticorps que sa mère. C'est-à-dire que les microbes qui sont amicaux et donc familiers pour la mère sont déjà familiers et amicaux pour le bébé. C'était comme ça, il y a un siècle. Or, ce qu'on est en train d'apprendre, c'est que le système immunitaire du bébé, dès la naissance, dès que les premiers microbes commencent à occuper son territoire, son corps en quelque sorte, les premiers microbes commencent à éduquer, à programmer le système immunitaire du bébé. C'est-à-dire, la santé du bébé commence à se construire à ce moment-là, en fonction des premiers microbes qui vont occuper le territoire et qui vont devenir, dans une certaine mesure, les maîtres du territoire. Eh bien, jusqu'à une date récente, c'était comme ça. C'était comme ça. Bon, aujourd'hui, pas besoin de longs discours pour dire que c'est le contraire. Aujourd'hui, l'immense majorité des bébés ne naissent pas dans un environnement bactériologique familier. L'immense majorité des bébés ne naissent pas à la maison. Ils naissent ailleurs. Ailleurs. Voilà ce qu'on peut dire, mais c'est pas une opinion, c'est comme ça. C'est comme ça. Ils naissent ailleurs, ça veut dire que leur corps n'est pas immédiatement colonisé par une grande diversité de microbes familiers. C'est exactement le contraire. En général, comme les bébés naissent en milieu hospitalier, on fait tout au contraire pour éliminer les microbes. Et ce ne sont pas les mêmes que dans la vie courante. Ça veut dire que soudain, le système immunitaire des bébés humains, c'est-à-dire la façon dont on commence à se construire la santé, en quelque sorte, mais n'est plus éduqué de la même façon. Voilà. C'est un fait. Je ne pense que des faits pour faire réfléchir. Nous sommes une période unique. On parle beaucoup de tout ce qui change, la société humaine, la politique, etc. Mais on ne se rend pas compte que c'est l'être humain qui est en train de se transformer. Son système humain n'est plus éduqué de la même façon. Quand on évoque ces faits, et uniquement des faits, indiscutables, eh bien sûr, on est obligé de poser des questions, de soulever des questions. Alors, je ne veux pas apporter de réponse, mais ça veut dire que si le système immunitaire des bébés n'est plus éduqué de la même façon, ça veut dire que peut-être il va y avoir des changements dans la prévalence de certaines maladies, de certaines conditions pathologiques. Alors là, il suffit de se poser la question. Bien sûr, après, c'est le rôle des épidémiologistes. Ce sont les scientifiques qui font des statistiques, qui élaborent des corrélations, de nous dire dans quelle mesure certaines conditions pathologiques, certaines maladies, dont la fréquence a changé, sont liées à la façon dont se construit le système immunitaire. Alors ça, c'est le rôle des statisticiens, de nous le dire, d'explorer. Jusqu'ici, ils n'ont pas beaucoup pensé. Jusqu'ici, il y a eu des études épidémiologiques essayant d'évaluer dans quelle mesure certaines maladies, des dérégulations du système immunitaire, en particulier comme les maladies allergiques, comme l'asthme, comme les maladies auto-immunes, et quand le système immunitaire se trompe de cible, détruit des organes de l'organisme, comme par exemple le diabète de type 1, etc. Bon, il y a des épidémiologistes qui se sont demandé dans quelle mesure, par exemple, ça dépendrait des conditions de la naissance. Mais jusqu'à présent, ils ont toujours comparé la naissance à l'hôpital avec la naissance à l'hôpital. C'est pas ça qui est important. Quel est le grand changement? C'est que maintenant, les femmes ne mettent plus au monde leur bébé là où elles vivent. C'est ça le grand changement. Jusqu'ici, on ne l'a pas étudié. On compare la naissance à l'hôpital. Alors, il y a de multiples façons
d'être à l'hôpital, bien entendu. Jusqu'ici, on y a un petit peu commencé à y penser. Mais c'est pas ça qu'on attend des chercheurs maintenant. Alors, voilà un exemple pour dire, tout ça pour dire, mais quel changement dans cette courte phase critique dans le développement de l'être humain que période de la naissance. Non seulement on comprend que c'est critique, mais en plus on réalise qu'il n'y a pas de fin de la vie humaine qui était aussi changée que cela. Et pas seulement d'ailleurs pour des raisons bactériologiques, pour une foule d'autres raisons. Par exemple, pour donner des exemples, jusqu'à une date récente, quand un bébé venait au monde, il était forcément exposé à des hormones de stress. Il fallait qu'il se protège contre ce qui se passe pendant l'accouchement, etc. Bon, aujourd'hui, il y a des bébés qui naissent par césarienne avant que le travail ne commence. Ils naissent sans être exposés aux hormones de stress maternelles et fétales, leurs propres hormones de stress. C'est complètement nouveau. C'est complètement nouveau. Il va falloir poser des questions. Donc, ce qu'il convient aujourd'hui de souligner, faire comprendre à tout le monde que quand on parle de la naissance des bébés, c'est pas un sujet pour femmes enceintes, pour sages-femmes, pour doula ou pour professionnels de la santé. C'est un sujet pour tous ceux qui s'intéressent à l'avenir de l'être humain. La pire des choses actuellement, c'est d'avoir développé des théories et des opinions. C'est pas ça qu'il faut faire. Quand on est dans une situation sans précédent, la priorité, c'est de formuler des questions appropriées, bien poser des questions, bien poser les questions. Et voilà ce qu'il faut faire, bien formuler les questions. Et puis après, on verra. Alors, voilà un petit peu où nous en sommes aujourd'hui. Et peut-être que, avant que je n'aille plus loin, parce que à partir de cela, je vais être obligé de souligner un point extrêmement important pour pouvoir poser cette question, c'est que aujourd'hui, la capacité d'accoucher parmi les femmes modernes, de toute évidence, est en train de décliner et qu'on est obligé d'évoquer l'incompréhension culturelle actuelle de la physiologie de l'accouchement et de ce que sont les besoins de base de la femme qui accouche. Donc c'est un autre aspect du sujet que je veux aborder, mais peut-être vous avez une question à poser avant qu'on aille plus loin, ou je continue sur cette voie comme ça. Oui, avant que vous continuiez, j'ai l'impression que beaucoup expliquent ce changement de situation par rapport à la naissance uniquement avec le mot sécurité, au nom de la sécurité. Oui, ça, on va y aborder. Le mot, l'important, c'est de comprendre le changement qu'il y a eu. Et ça, c'est indiscutable. Je parle de ce qui est indiscutable. Les femmes n'accouchent plus au milieu d'une grande diversité de microbes familiers, c'est indiscutable. Et puis à partir de là, quand on est dans une situation sans précédent, la priorité, c'est de formuler des questions appropriées. C'est surtout pas d'avoir des opinions ou des théories. C'est bien formuler les questions. Et justement, on va revenir à cela, que l'important, c'est de bien formuler les questions. Parce que, et là, on va dire maintenant, en quelque sorte, ça c'est lié avec la question que vous posez, la question qu'on pose toujours, du fait de nos conditionnements, c'est qu'il y a un autre fait qu'il faut souligner, et qui doit être un point de départ, c'est qu'on a tendance de réaliser qu'il y a une sorte d'incompréhension culturelle des besoins de base de la femme qui accouche. Une espèce de conditionnement, un conditionnement culturel de l'incompréhension des besoins de base de la femme qui accouche. Ce qui explique que les femmes ont de plus en plus besoin d'être accouchées par une institution
au lieu de mettre au monde leur bébé. C'est un peu ça. Donc, l'important, c'est de comprendre les origines de cette incompréhension des besoins de la femme qui accouche. Pourquoi on est sur une mauvaise voie. Alors, pour comprendre pourquoi on est sur une mauvaise voie, il y a une façon très, très profonde qui nous obligerait à partir de très loin, mais on peut le faire en quelques minutes. Il suffit de rappeler le point de départ de cette incompréhension. Il faut revenir à l'époque où nos ancêtres ont commencé à dominer la nature. Dominer la nature, c'est-à-dire domestiquer les plantes, les animaux, c'est-à-dire l'avènement de l'agriculture, de l'élevage, la domestique. C'est ce qu'on appelle la révolution néolithique. C'est relativement récent, l'histoire de l'humanité. Il y a 10 000 ans. 10 000 ans, c'est pas tellement vieux, c'est pas tellement vieux. Mais ce qu'on a tendance à oublier, et là encore, il faut revenir sur un fait, à partir d'un fait, c'est que cette domination de la nature, non seulement était associée avec une domestication des animaux, mais dans une certaine mesure, une domestication de l'être humain, et en particulier de certaines fonctions physiologiques, et en particulier la période de la naissance. On a assez de documents pour dire, bon, j'ai développé ça dans certains livres, mais je ne veux pas le développer de nouveau maintenant, on a assez de documents pour dire qu'avant cette révolution néolithique, avant l'agriculture, avant l'élevage, avant la domestication dans une certaine mesure de l'être humain, eh bien, les femmes s'isolaient pour mettre au monde leur bébé. Elles s'isolaient, elles allaient dans les buissons, elles allaient quelque part. Bien sûr, ça dépendait de beaucoup de choses, certainement, de beaucoup de saisons, etc., etc. Mais en règle générale, les femmes s'isolaient pour mettre au monde leur bébé. Eh bien, ce qui a caractérisé le début de la domination de la nature, la révolution néolithique, c'est aussi le fait que la naissance a été socialisée. Et la socialisation de la naissance est un véritable tournant, en quelque sorte, dans l'histoire des humains. Ça n'a pas seulement apporté la présence de quelqu'un quand une femme accouchait, ce qui était nouveau. On s'isolait, au contraire. On partait mais non seulement ça impliquait la présence de quelqu'un, mais en plus, ça impliquait la transmission de génération en génération de croyances, de rituels qui interféraient avec les processus physiologiques. Et non seulement l'accouchement, mais aussi la relation mère-bébé. Alors, on n'a pas le temps il y a de grandes variantes dans ces croyances, dans ces rituels. Il y a et qui ont été transmis de façon multiple par le milieu culturel. Ça, le milieu culturel, ça veut dire aussi, par exemple, les institutions religieuses. Il y a eu un contrôle progressif de la naissance des bébés par les milieux culturels, mais en particulier par la transmission de croyances et de rituels. J'ai donné un exemple de croyance extrêmement répandue sur les 5 continents, et ça nous montre tous les effets pratiques possibles. C'est la croyance selon laquelle le colostrum précoce, c'est-à-dire ce que le bébé peut trouver dans le sein dès la naissance, le colostrum précoce, eh bien, c'est pas bon pour le bébé. C'est une croyance qui a été répandue sur les 5 continents pendant des millénaires. Et même quand j'étais étudiant en médecine dans une maternité parisienne en 1953, bien, les bébés n'étaient pas autorisés à trouver le sein de leur mère dans l'heure qui suit la naissance. On attendait 2 ou 3 jours. On s'occupait d'eux avant, etc. Et donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est cela. La période de la naissance a été socialisée. Et plus on l'a socialisée, plus on doit dire, plus elle a été difficile. Plus elle a été difficile. Alors, on va passer sur toutes les étapes de la socialisation, il y en a trop, il y a trop de variantes culturelles. Les anthropologues étudient les différences entre les milieux culturels, les ethnologues, les anthropologues, etc. Mais qu'est-ce qui est important? Ce n'est pas les différences, ce sont les points communs. Ce sont les points communs. Le point commun, c'est que tous les milieux culturels ont
interféré dans la naissance des bébés depuis des millénaires. C'est ça le point commun. Ils s'en sont mêlés, ils ont interféré, et plus on a surseté les naissances, plus il est devenu difficile. Jusqu'à une époque récente, où on a atteint les phases ultimes de la socialisation, de l'accouchement, soit l'ultime, qui ont été la masculinisation, jusqu'à une date récente, que j'ai connue. Les gens de mon âge, moi qui étais déjà dans un service d'obstétrique dès 1953, je sais que jusqu'à cette époque-là, en règle générale, l'environnement n'était pas masculin du tout. Les médecins n'osaient même pas se montrer quand une femme était dans une salle en travail. Il paraissait qu'il fallait faire un forceps, choses comme ça. Et puis personne n'aurait imaginé l'introduction du père du bébé dans le lieu de naissance jusqu'à cette époque-là. Quand il y avait encore beaucoup de naissances à la maison, si le père du bébé n'était pas au bistrot en France, on lui faisait bouillir de l'eau, on l'occupait, et c'était une affaire de femme. Donc, cette socialisation a atteint des degrés extrêmes jusqu'aux formes ultimes de socialisation, qui sont la masculinisation et la médicalisation. Ça va d'ailleurs un petit peu ensemble, puisque au début, la plupart des médecins qui se sont mêlés d'accouchement, c'était des hommes. Après, ça s'est un petit peu diversifié. Donc voilà, ça peut faire un petit rappel de la situation dans laquelle nous sommes. C'est que pour expliquer la compréhension de la physiologie, des besoins de base de la femme qui accouche, il faut repartir du fait que les femmes, jusqu'à une date récente, la révolution néolithique, il y a 10 000 ans, s'isolaient pour accoucher. Et puis, de plus en plus de socialisation. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, on a atteint un degré extrême d'incompréhension de la physiologie de l'accouchement. Et c'est ça c'est ça la question. Mais, la question, c'est pas la médicalisation, c'est pas ça. C'est l'incompréhension culturelle de la physiologie. Et cette incompréhension culturelle, elle a été récemment renforcée par l'intervention de plus en plus fréquente de professionnels. Et là, je vais évoquer, par exemple, ce que savent les professionnels comme les sages-femmes, comme les médecins qui ont lu des livres, qui ont appris dans les livres. Eh bien, s'il y a un chapitre sur la physiologie de l'accouchement, quelle question prend-on comme point de départ? Parce qu'on en revient toujours à la même chose. Et c'est la question qu'on prend comme point de départ. Quelle question? Eh bien, aujourd'hui, regardez les livres. Qu'est-ce que vous trouverez dans les traités d'obstétrique? Vous trouvez une question. Vous partez d'une question. C'est le point. Pourquoi l'accouchement est-il difficile dans l'espèce humaine? Point d'interrogation. Voilà la question qu'on pose. Et alors, partant de cette question, immédiatement, on apporte une réponse dominante. L'accouchement est difficile dans l'espèce humaine pour des raisons mécaniques, morphologiques. On vous montre des dessins du squelette de la mère, des dessins de la tête du bébé. Pour des raisons mécaniques, morphologiques, l'accouchement est difficile dans l'espèce humaine, point. Quand on a dit ça, on n'a pas besoin d'en savoir plus. On ne va pas changer la morphologie d'une femme enceinte quand elle attend un bébé. Donc, on n'a pas besoin d'en savoir plus. C'est terminé. Mais alors, tout change. Mais c'est ça la question importante. C'est la raison d'être, une des raisons d'être de mon dernier livre, où il n'y a rien d'autre sur la couverture qu'un point d'interrogation. Tout dépend de la façon dont on pose la question. Et tout est différent si le point de départ de la question est complètement opposé. La question qui est importante, c'est comment expliquer que même aujourd'hui, au XXIe siècle, certaines femmes, occasionnellement, accouchent très vite et très facilement. Voilà la question qu'il faut prendre comme point de départ. Il ne faut pas dire pourquoi l'accouchement est difficile dans l'espèce humaine. Il faut dire pourquoi l'accouchement peut être facile. Alors ça change tout. Si vous partez de là, vous vous apercevez qu'on a surestimé les problèmes morphologiques, mécaniques,
qu'il y a d'autres facteurs qu'il faut mettre en considération. C'est une autre façon de penser. Il faut changer de façon de penser aujourd'hui. Alors, c'est une autre façon de penser, et à ce moment-là, si on est imprégné de ce que apportent des disciplines scientifiques émergentes à évolution rapide, aujourd'hui, nous sommes sous l'effet d'avancées scientifiques extrêmement rapides, eh bien, on s'aperçoit que la neurophysiologie moderne peut nous aider à apporter des réponses à cette question. Pourquoi l'accouchement peut occasionnellement, même en 2020, il peut encore être facile dans l'espèce humaine? Eh bien, à ce moment-là, dans le contexte scientifique actuel, on a des réponses qui nous sont obtenues en prenant pour point de départ un concept qui est en train de devenir très important en neurophysiologie, important dans l'espèce humaine, un concept que je vais expliquer après l'avoir identifié, c'est le concept d'inhibition néocorticale. Alors j'explique ce que ça veut dire, parce que je crois que ce concept, c'est une clé pour comprendre la nature humaine en général et certains processus physiologiques en particulier. Il suffit de rappeler quelque chose, là encore, que tout le monde sait, qui caractérise l'être humain, c'est son énorme cerveau. Alors, c'est pas mystérieux de dire ça, a priori. Même si vous comparez l'être humain avec nos cousins, les autres chimpanzés, génétiquement, nous sommes une partie de la famille des chimpanzés, notre quotient encéphalique, c'est-à-dire le volume relatif de notre cerveau, il est 3 fois plus grand. Seule la différence, elle est énorme, Et en particulier, ce qui caractérise l'être humain, c'est l'extraordinaire développement de ce qu'on appelle le nouveau cerveau, le néocortex, le nouveau cerveau, c'est-à-dire le cerveau qui nous permet de développer des moyens sophistiqués de communiquer. Pourquoi pouvons-nous communiquer en ce moment? Par Skype, parce qu'il y a des humains avec leur extraordinairement développé néocortex ont inventé des moyens sophistiqués de communiquer, des humains qu'on a pu envoyer dans la Lune, etc., etc. Ça, c'est ce qui caractérise l'être humain. C'est ce puissant néocortex, ce nouveau cerveau, cette partie du cerveau qui a atteint un degré de développement que dans l'espèce humaine seulement. Alors, le point important, c'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. Le point important, c'est que jusqu'à une date récente, on avait tendance à présenter ce nouveau cerveau, ce néocortex, comme un outil au service de fonctions physiologiques vitales. C'était un outil qui nous renseignait sur l'espace, sur le temps, qui facilitait la communication. On avait un outil extraordinaire. Ne disposaient pas les autres animaux, les autres mammifères. Et puis voilà que soudain, la neurophysiologie nous dit, mais c'est pas si simple que ça. Le néocortex, c'est pas toujours un outil. Au contraire, dans certaines situations, le néocortex peut inhiber des fonctions physiologiques. Il peut les gêner. C'est le concept d'inhibition néocorticale. Alors, pour bien le comprendre, il faut prendre des exemples faciles à expliquer de fonctions physiologiques qui peuvent être inhibées par l'activité néocorticale. Je vais prendre un exemple, c'est le sens de l'odorat. On se demande souvent pourquoi l'odorat dans l'espèce humaine est si comparativement faible. Il y a beaucoup de raisons, mais il y en a une qui est extrêmement importante, bien démontrée par des études scientifiques sophistiquées, mais que je vais résumer en 2 minutes. C'est très simple. Si vous buvez un verre de vin, après cela, votre sens de l'odorat est aiguisé, il est plus fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous buvez un verre de vin, vous réduisez le contrôle néocortical. Vous réduisez. C'est bien connu, tout le monde sait ça. Votre sens de l'odorat est plus fort. Ben voilà ce que c'est que l'inhibition néocorticale. Alors, je l'explique à propos de l'odorat parce que c'est facile à comprendre. Mais l'important aujourd'hui, c'est de le comprendre pour d'autres fonctions physiologiques. Et ça, c'est pas facile. Ça remet des conditionnements culturels en cause, et en particulier l'accouchement. Aujourd'hui, une clé
pour comprendre les particularités de l'accouchement dans l'espèce humaine, c'est le concept d'inhibition néocorticale. Il faut partir de ce concept aujourd'hui pour comprendre la solution que la nature a trouvée pour rendre l'accouchement possible et même éventuellement facile, c'est ça qui est important, facile dans l'espèce humaine. C'est une solution extrêmement simple. Ce qui permet à une femme d'accoucher, c'est la mise au repos de son néocortex. Aujourd'hui, on est en mesure de comprendre que la physiologie de l'accouchement, c'est un chapitre de la physiologie cérébrale, du cerveau. L'important, c'est ce qui se passe dans le cerveau humain. Jusqu'ici, on était toujours en train de regarder le petit bassin, les dimensions, la forme du squelette, les effets du fait qu'on est vertical, etc. Pour comprendre l'accouchement dans l'espèce humaine, il faut s'interroger, il faut comprendre la physiologie du cerveau. Et il faut comprendre cette solution que la nature a trouvée. Elle est très simple. Ce qui permet à une femme humaine d'accoucher, c'est que son néocortex, le cerveau qui nous permet d'envoyer des humains sur la Lune et de faire des mathématiques, il doit se mettre au repos. Accoucher, c'est pas le boulot, c'est pas le rôle du cerveau qui pense, du cerveau logique, du cerveau rationnel. Accoucher, c'est le domaine de zone cérébrale primitive. Alors, il y a, même encore aujourd'hui, il y a encore des gens, certaines femmes, certaines sages-femmes, qui peuvent comprendre cette solution que la nature a trouvée pour rendre l'accouchement possible et même éventuellement facile dans l'espèce humaine. Une solution très simple. Il faut. Mais il y en a qui peuvent le comprendre. Il y en a qui savent encore que quand une femme accouche très vite, facilement, par elle-même, qu'elle n'a pas besoin d'assistance pharmacologique, il y a un moment où elle donne l'impression qu'elle se coupe du monde, elle s'intéresse plus à ce qui se passe autour, elle oublie ce qu'elle a lu dans les livres, elle oublie ses plans, parce que c'est la mode de faire des plans, elle se comporte d'une façon qui habituellement serait inacceptable de la part d'une femme civilisée. Elle ose crier, elle ose jurer. Je connais des histoires bizarres de femmes qui ont accouché très très rapidement, mais une femme par exemple qui a mordu sa sage-femme. De la part d'une femme civilisée, c'est quand même bizarre. Des femmes qui, pendant qu'elles accouchent, elles perçoivent des odeurs que personne d'autre ne peut percevoir. Et puis elles se retrouvent dans des positions bizarres, inattendues, primitives, des positions de mammifères à quatre pattes, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'il n'y a plus de contrôle néocortical. Voilà la solution que la nature a trouvée pour rendre l'accouchement possible et même éventuellement facile dans l'espèce humaine. Quand on a compris cela, soudain, on réalise quels sont les besoins de base de la femme qui accouche. Une femme qui accouche, de quoi a-t-elle besoin? Elle a besoin d'être protégée contre tout ce qui peut stimuler son néocortex. Soudain, on change de façon de penser. Depuis des millénaires, on voulait aider les femmes à accoucher, les guider, les contrôler. Et soudain, la neurophysiologie nous dit, mais non, vous ne pouvez pas aider un processus involontaire, vous ne pouvez pas le guider. Vous pouvez le protéger contre tout ce qui pourrait l'inhiber. Donc soudain, mais ça devient extrêmement simple. Mais c'est une autre façon de changer de pensée. C'est un nouveau paradigme, c'est-à-dire une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de faire. Soudain, qu'est-ce que ça veut dire? La femme qui accouche, elle veut être protégée contre tout ce qui pourrait stimuler son néocortex. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Protéger contre le langage. Il n'y a rien de pire que de parler à une femme au travail. On l'a oublié, mais les neurophysiologistes peuvent nous aider à le comprendre. Il n'y a rien de pire. Là. Le langage est analysé par le néocortex. La lumière, c'est bien connu, surtout aujourd'hui, puisqu'on connaît bien aujourd'hui la mélatonine, hormone de l'obscurité, qui travaille beaucoup avec l'ocytocine, hormone de l'importance de l'accouchement, etc., etc. Bon, la lumière stimule le néocortex. Ça se sait. Par exemple, quand vous voulez vous endormir le soir,
Vous avez le sommeil, en général, vous éteignez la lumière, pour mettre au repos le cerveau qui pense. Donc, ça veut dire une femme qui accouche a besoin d'être protégée contre le langage. Rien de pire que de parler à une femme qui accouche. La lumière et tout ce qui pourrait stimuler son attention. Alors, c'est une façon de résumer beaucoup de choses. On va pas développer maintenant. L'important, c'est de comprendre l'essentiel. Ce qui peut stimuler l'attention, ça, par exemple, le fait de se sentir observé. Quand vous vous sentez observé, vous faites attention à vous-même, vous vous observez. Il n'y a rien de pire quand une femme accouche que de se sentir observé. Ou percevoir un danger possible. On fait attention, etc. Bon, alors, il n'y a pas besoin de développer, là. Il suffit de comprendre cela. Il suffit de comprendre que c'est une complètement nouvelle façon de penser. Ne cherchons pas à aider une femme qui accouche, à la guider, etc. Protégeons-la contre ce qui pourrait stimuler son néocortex. Langage, lumière, tout ce qui peut stimuler l'attention. Voilà souvent ce que nous offre la physiologie moderne. Eh bien, voilà ce dont on a besoin. Aujourd'hui, la pire des choses, ce serait d'avoir pour projet, par exemple, de réduire les taux de césarienne. Ce serait très dangereux, parce qu'on n'a pas compris la physiologie de l'accouchement. J'ai eu l'occasion d'écrire cela d'ailleurs dans un journal médical qui s'appelle le Lancet, mais il ne faut pas que réduire le taux de césarienne soit un objectif primaire. Ça doit être un effet d'une meilleure compréhension de la physiologie. Donc c'est ça aujourd'hui. Il faut changer de façon de penser, poser des questions différentes. Ne cherchons pas à réduire le taux de césarienne. Ne cherchons pas à démédicaliser. C'est pas ça. C'est dangereux. C'est dangereux. Les femmes modernes, étant donné la compréhension de la physiologie de l'accouchement, ont besoin de médicalisation. Qu'est-ce qu'il faut? C'est comprendre la physiologie. C'est changer de façon de penser. C'est prendre au point de départ des questions nouvelles. Eh bien, voilà où nous en sommes aujourd'hui. C'est un tournant dans l'histoire de l'humanité, des façons de changer de pensée. Alors, ce que je voulais en quelques minutes, justement, c'est souligner et répéter que je m'adresse à tout le monde. Je m'adresse à tous ceux qui s'intéressent à l'avenir de notre espèce. La façon de naître, c'est trop sérieux pour qu'on limite cette question à un groupe d'êtres humains, des professionnels, ou qu'on y pense parce qu'on est dans une phase telle que, par exemple, l'attente d'un bébé, etc. Non, c'est un sujet pour tout le monde. Voilà. Et même, c'est un sujet prioritaire. Et ça que je veux souligner, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui s'intéressent à l'avenir de l'humanité, en général, ils s'intéressent surtout aux effets des activités humaines. Ils s'intéressent aux effets des activités humaines sur le climat, sur la pollution des océans, par les plastiques, des choses comme ça. Mais qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? C'est s'intéresser au transformation de l'être humain. Il faut commencer par là. L'être humain va se transformer, va évoluer sous l'effet de modes de vie radicalement modifiés. Et c'est ça qu'il faut étudier d'abord. Comment l'être humain va se modifier avant d'étudier les effets des activités humaines. Donc aujourd'hui, il faut nous intéresser avant tout à Homo, à l'évolution de Homo, l'être humain. Et c'est la raison d'être de mon dernier livre, déjà publié en anglais, avec Plotting The Future of Homo, et qui devrait être publié en français prochainement, avec pratiquement le même titre, Quel avenir pour Homo, mais sans doute un sous-titre qui sera Au-delà de la pandémie. C'est-à-dire que pendant cette période de pandémie, eh bien, on était obligé de ne penser qu'à court terme. Comment sortir de là? Voilà. Donc, on a mis au repos d'autres questions. Là, il y a un moment, il va falloir aller au-delà de la pandémie. Il va falloir parler d'autre chose que de la pandémie. De quoi va-t-il falloir parler? Ben, c'est pas seulement des effets des activités humaines, c'est comment Homo va se transformer. Alors, je ne peux pas en dire plus parce que le sujet est énorme, mais il y a parmi toutes les raisons d'anticiper que sans doute Homo va être modifié, va être transformé,
J'évite le mot évoluer parce que ça met uniquement l'accent sur la génétique, alors il y a d'autres transformations, épigénétique, lui fait du microbiome, etc. Le homo va certainement être transformé. Et donc, voilà. Donc, aujourd'hui, il faudrait que les futurologistes s'intéressent à l'évolution de l'être humain. On est dans une situation paradoxale actuellement, c'est que les futurologistes, les gens qui explorent l'avenir, s'intéressent uniquement aux effets des activités humaines. Et puis les experts en évolution, ils s'intéressent qu'au passé. Étudier l'évolution, c'est étudier notre passé. On a besoin de futurologistes avec des façons de penser qui viennent des experts en évolution. Voilà encore un autre tournant dans notre histoire. Alors voilà, j'étais très content, en quelques instants, avec vous, de cette conversation, d'évoquer ce qui me semble être une question primordiale, ce sont les transformations de Homo, et en particulier, transformations liées à la phase de la vie humaine, qui est critique dans le développement de l'individu, et phase de la vie humaine qui a été profondément modifiée, transformée en quelques décennies, la période de la naissance. C'est un sujet pour tout le monde. Merci. Merci Michel. Est-ce que je peux te poser une question ? Allez-y. En vous écoutant, on ne peut pas ne pas s'interroger sur pourquoi y a-t-il un tel fossé entre les pratiques actuelles ? Pourquoi y a-t-il une telle incompréhension de la physiologie alors qu'on a les connaissances, on a les faits ? Comment expliquer ce fossé ? Bien, on peut expliquer le fossé actuel entre nos conditionnements culturels et puis ce que peuvent nous apprendre des disciplines scientifiques émergentes à évolution rapide. C'est que ces disciplines émergentes, elles ont évolué très récemment. L'épigénétique, la bactériologie moderne, la neurophysiologie, tout ça, ça a développé très vite, surtout depuis le début du XXIe. C'est très récent. Et c'est pas du jour au lendemain qu'on remet en cause des millénaires de conditionnement culturel. Et c'est ça la difficulté. C'est qu'aujourd'hui, on doit compter sur la science moderne pour remettre en cause les effets de millénaires de conditionnement, de tradition. Remettre en cause la tradition, le conditionnement, c'est extrêmement difficile. Ça peut pas être du jour au lendemain. Donc, en ce moment, il y a une espèce de fossé entre ce qu'on est en mesure de savoir, d'apprendre, et puis ce qui se passe en réalité. Parce que c'est trop difficile. Ça ne peut pas être du jour au lendemain. C'est toute la question des prises de conscience. Et les prises de conscience sont mystérieuses. Donc ça, c'est une raison d'optimisme. Il y a beaucoup de raisons de pessimisme aujourd'hui. Elles sont évidentes, on n'a pas besoin de développer, mais il y a des raisons d'optimisme. Et là, pour moi, la principale raison d'optimisme, c'est ce qu'apportent des disciplines scientifiques émergentes à évolution rapide. Il faut changer de façon de penser. C'est ça. Et ça, c'est pas du jour au lendemain. De votre question, mais c'est pas du jour au lendemain qu'on changera de façon. C'est une grande différence entre le XXe siècle et le XXIe siècle. Je peux parler du XXe siècle puisque je suis né en 1930 et en particulier de l'obstétrique dans la deuxième moitié du XXe siècle. On peut dire que dans la deuxième moitié du XXe siècle, l'histoire de l'obstétrique a été avant tout influencée par des avancées techniques et technologiques. Il y a eu, par exemple, la révolution plastique. Ça, c'est la grande transformation en médecine. Soudain, on peut introduire des tubes en plastique dans tous les organes du corps. Ça a révolutionné la médecine, le plastique. Il y a eu les révolutions électroniques, les monitorings électroniques fétaux, etc., etc. Des avancées techniques en chirurgie. La césarienne est de plus en plus facile, mais c'est technique. En anesthésiologie, mais c'est technique.
C'est-à-dire qu'on pouvait absorber, assimiler, intégrer à nos pratiques des avancées qui étaient éminemment techniques et technologiques. Mais aujourd'hui, 21e siècle, c'est autre chose. L'histoire est avant tout influencée par des avancées scientifiques. Alors ça, c'est différent. Ces avancées scientifiques nous poussent à changer de façon de penser. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Mais dire qu'une femme, pour accoucher, a besoin d'être protégée contre ce qui pourrait la gêner, mais ça, c'est extrêmement difficile. C'est remettre en cause tout ce que les conditionnements, remettre en cause tout ce que nous disent les gens qui font la promotion de l'accouchement qu'ils appellent naturel. Ils nous disent et comment aider la femme qui accouche, comment la guider, etc., etc. En anglais, il y a des mots comme support, aider, etc., etc. Ou bien dans les milieux médicaux, on parle de management. Les milieux médicaux, les milieux qui font la promotion de la naissance naturelle, c'est la même façon de penser. C'est le même paradigme. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut changer de façon de penser. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc, je suis content que vous ayez posé cette question complémentaire. Mais un des conditionnements qui peut-être bloque aussi cette remise en question et cette prise de conscience, c'est le conditionnement de penser que l'accouchement est un événement éminemment dangereux et médical, qui a besoin d'un soutien médical. Oui, il est dangereux. On l'a rendu, plus on associe l'accouchement, et plus on l'a rendu difficile, plus on l'a rendu dangereux. Donc, la clé aujourd'hui, si on veut amorcer un tournant, si on veut qu'il y ait des femmes qui maintenant mettent en monde leur bébé grâce à la libération de l'hormone de l'amour, ce serait pas rien dans l'histoire de nouveau avoir besoin d'hormones de l'amour. Il faut d'abord comprendre la physiologie. Il y a une chose qui est très difficile à comprendre, c'est que, en règle générale, un accouchement rapide et facile est moins dangereux qu'un accouchement difficile. Ça peut paraître bizarre de dire ça, il faut l'exprimer par des mots. Bien entendu, on dispose d'interventions merveilleuses pour le sauvetage de césarienne, etc. Mais un facteur de sécurité, c'est d'abord l'accouchement rapide et facile. C'est ça le premier facteur de sécurité. Donc, il faut changer de façon de penser, dire cela. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est entrer dans un nouveau paradigme. Ça veut dire changer de façon de penser. Merci de m'avoir obligé à répéter cela parce que c'est l'essentiel. Merci beaucoup. Merci, c'était passionnant. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le noter, le commenter, le partager pour m'aider à le faire connaître. Et si tu souhaites témoigner d'un enfantement libre, d'un parcours d'autonomie sur ton chemin de maternité, n'hésite pas à me contacter. À bientôt!